Je vais juste, pour terminer cette matinée, mais pas les travaux, simplement reprendre quelques points à mettre en exergue, sachant que ce ne seront qu'à travers d'ailleurs mes propres filtres et que ce n'est pas une liste non plus exhaustive. Directeur au sein de l'accueil et relais, dirigeant plusieurs établissements, c'est surtout en tant que vice-président du GESAD que je prends la parole. Ne partons pas sur des présupposés, donc là des représentations pour rester dans la sociologie. Le GESAD, c'est le groupement donc d'établissements, je me le suis noté parce que je ne le sais même plus, groupement d'établissements du secteur associatif du département du Pas-de-Calais et services, n'est-ce pas? Donc tout simplement, ce sont des directeurs qui se réunissent là de la protection de l'enfance et qui réfléchissent, discutent, échangent de leur réalité, se soutiennent, écoutent, mais en même temps développent des outils et des axes de formation qui rayonnent de toute manière dans nos structures, dans nos établissements. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, par nos actions, on essaye aussi à un moment donné d'intervenir auprès de nos équipes pour leur permettre d'avoir d'autres points d'appui, de réflexion, de compétences, toujours dans l'idée d'avoir une clinique éducative la plus fine possible. Et cette clinique éducative, elle nous est chère. D'ailleurs, c'est un petit peu la transition avec toutes les préconisations qui ont pu être faites et je remercie de l'implication de qualité et du travail produit d'Eva, puisqu'on le voit, je pense que le mémoire qui sera rendu ou qui est déjà rendu est riche, il sera prochainement téléchargeable, on aura le temps de le repotasser en toute tranquillité. Alors en même temps, je me disais qu'à travers tous ces constats, c'est à la fois rassurant et ça m'inquiète. Rassurant parce que, d'une certaine manière, rien de fondamentalement percutant, remettant en cause nos pratiques immédiates, presque on serait des dangers pour les jeunes et les familles qu'on accompagne, n'est ressurgi. Donc moi, ça me rassure, parce qu'effectivement, ouvrir nos terrains employeurs, les professionnels, échanger, c'est aussi s'exposer dans un contexte politique et budgétaire qui, parfois, pourrait nous mettre à mal. Donc c'est aussi oser le faire et pour le coup on se retrouve dans les constats qu'on pressentait et l'objectivation par la méthode universitaire vient déjà nous appuyer et en même temps elle m'inquiète parce que combien d'études ont été réalisées depuis des décennies, des thématiques que je retrouve avec le peu de carrière que j'ai professionnelle, on retrouve ces thématiques-là. Et c'est la question à un moment donné, pour nous, sur le terrain, de comment on potentialise tout ce savoir qui finit par devenir de la connaissance par l'expérience et qu'on puisse la transmettre en substrat à ceux qui vont nous suivre pour que, encore une fois, on aille toujours un peu plus loin. Or, on a l'impression qu'il y a des ruptures qui s'exercent. Donc là, c'est peut-être un des éléments de réflexion qui pourrait survenir avec le GESAD et nos équipes, c'est la transmission. Alors, on en a parlé et je ne reviendrai pas puisque la parole a été prise pour tout ce qui est centre de formation. Je ferai peut-être un constat sur les techniques éducatives, puisqu'on parle quand même du lien avec les familles et les jeunes. Les techniques éducatives, c'est pour les formations de base dans lesquelles je suis passé, le moyen de rentrer en relation avec un tiers médiateur qui est un support, quel qu'il soit. Le jeu, une activité manuelle, voilà. Je pense que c'est une vieille recette qui marche encore bien, mais qui n'est peut-être plus si usitée que ça, tout simplement parce que dans les formations, au regard des évolutions européennes, les programmes ont évolué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, alors, je n'ai plus tout à fait le quota d'heures, mais c'est quand même phénoménal. Près de 450 heures, on est passé peut-être à 150 ou 200. Donc on voit quand même qu'il y a eu une forte réduction. On pourra peut-être me reprendre sur les heures, mais en tout cas, il y a eu une réduction conséquente. Donc ça amène pour nous des points de vigilance parce qu'au niveau, moi, des équipes que j'encadre, eh bien, pour sortir aussi du quotidien qui peut être riche, mais parfois pesant, c'est bien par ce biais des techniques éducatives qu'il faut réactiver. Alors ensuite, cette transmission, elle se fait dans nos équipes. Alors nos équipes, bien sûr, c'est comment rester équipe apprenante pour qu'une formation que l'on a eue, eh bien, j'en tire rien qu'un axe, un concept, une idée, et elle finit par rayonner au sein de cette équipe, et on la garde parce qu'on l'applique. Et on le voit, c'est pas facile. Dernièrement, le service des MADEDARF s'est développé, l'équipe a changé de lieu, il y a eu une scission pour être plus proche des territoires
dont nous intervenons. Et on le voit, les nouveaux professionnels qui sont embauchés, comment les accompagner tout en transmettant tout le savoir acquis depuis des années de manière très empirique et qui s'est tout doucement construit avec la théorie et les formations qu'on a mis en place. Donc là, c'est un autre enjeu. Alors enfin, voilà, comme je le dis, il y a depuis des décennies des réflexions qui sont menées. Alors, le risque, c'est de tomber. La norme, on l'a dit, elle est importante aussi parce qu'elle rassure. Alors, si d'un événement antérieur, bien sûr, je le prends pour acquis et dès qu'un nouvel événement se présente ainsi, je m'appuie sur cet événement-là pour édicter une règle, on finit par tomber dans les préjugés, les préjugements qui alimentent ces représentations et pour le coup, une norme peut être un peu trop dure puisqu'elle ne laisse pas d'adaptabilité. Mais en même temps, cette norme, elle est vraiment importante parce qu'elle permet de dire à tout à chacun qu'est-ce qu'on attend dans telle circonstance. Ça nous permet aussi d'avoir des échanges apaisés et d'avoir des points de repère. Pour autant, nous sommes dans un contexte très mouvant qui vient nous percuter, nous, assos et établissements, puisqu'on l'a évoqué, c'est la crise budgétaire qui touche depuis à peu près 2009 au niveau national, l'ensemble des collectivités et donc des associations comme les nôtres, puisque nous sommes à but non lucratif. On fonctionne avec une enveloppe qui nous est allouée pour répondre aux besoins repérés sur le terrain. Mais avec la contrainte, pour ne pas dire le paradoxe, de faire toujours mieux avec moins de moyens. Alors c'est pour ça que quand à un moment donné j'ai pu aussi réagir, c'était, vous avez compris le jeu, en tant que professionnel, de se dire, je vois aussi tous les enjeux qu'il y a autour, et je me dis, mais on ne sait jamais comment un épiphénomène d'une phrase extraite d'un échange ou d'un rapport pourrait être repris pour venir dire, d'une certaine manière, qu'est-ce que vous faites? Vous ne le faites pas assez bien. Bon, mais de la même manière, je me pose la question qu'on pourrait aussi avoir des études qui mettraient en évidence peut-être un peu plus tout le côté quantitatif pour le coup, eh bien, de ces réussites en termes d'expérience, d'accompagnement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, on dit souvent 75% des jeunes qui sont en CHRS viennent de l'ASE quand même. Vous vous rendez compte? 75% de l'ASE. Oui, mais dit comme ça, si j'extrais la phrase, encore une fois, ce ne sont pas 75 enfants des enfants suivis à l'ASE qui, une fois adultes, finissent en CHRS. Autrement dit, on peut parler peut-être, et je vais dire exprès, mais c'est 75% de 1% qui se retrouvent en CHRS à l'issue de leur majorité. Et on voit bien que dans ces cas-là, remis dans une vision globale, certes, c'est toujours trop, et on va travailler à le réduire, mais quand même, ça prend un autre sens. Donc voilà, j'ai cette préoccupation en disant, attention, vigilance. Et donc, on est bien dans des changements culturels qui touchent aussi bien la famille dans l'accompagnement du lien, parce qu'effectivement, il s'agit oui, de normes à dire attention, il y a des choses, il y a des impondérables. Vous devez à un moment donné revenir dans cette norme-là pour pouvoir être entendu enfin dans vos pratiques éducatives et familiales parce qu'elles seront dites acceptables. Là, le fait que vous frappiez votre enfant, c'est pas entendable. Hein, ça a été très bien dit par la collègue tout à l'heure. Il y a automatiquement une forme de pression. Mais ce changement culturel touche aussi la société et on peut parler du département. C'est la question du risque et du danger. Parce que c'est aussi un des paradoxes où les collègues sont confrontés. Ils doivent créer un lien de confiance, ça a été évoqué, pour pouvoir accompagner la famille. Et en même temps, ils ne sont pas égaux par rapport à la famille. Certes, ce sont des êtres humains, on est d'accord. Mais en même temps, ils sont dépositaires d'un mandat, d'un pouvoir, d'une responsabilité. Et à chaque fois qu'ils laissent l'enfant dans la famille, par exemple, il y a la question de la responsabilité. Et dans notre contexte d'aujourd'hui, où il faut faire toujours plus avec moins de moyens, c'est la question du risque et du danger. Aujourd'hui, il y a une saturation des places sur le département qui amène à un moment donné un besoin d'éloignement, par exemple, même temporaire, quel qu'il soit, et pourtant il n'est pas pourvu. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand nous, on est persuadés, voire même qu'une décision est prise, d'aller dans ce sens de l'éloignement, et pourtant l'enfant est dans sa famille? C'est aussi cette notion peut-être de paradoxe qui, par cet exemple et bien d'autres, qui pourrait être reprise à un moment donné dans des échanges, alors pourquoi pas, universitaires avec le GESAD, l'URIOPS, pour approfondir et accompagner une réflexion avec le département. Alors voilà, accompagner les familles, on l'a dit, c'est de sortir du modèle sachant-apprenant. Non, je vais terminer mon propos, je ne le coupe pas.
C'est sortir du modèle sachant-apprenant. Je sais que les équipes l'ont en tête, mais ça me fait aussi un peu écho entre la pratique de mes collègues et moi en tant que dirigeant. Face à une équipe ou à une personne, je peux être dans la maïotique qui vise à leur permettre d'accoucher eux-mêmes des solutions que je vais donc partager et valider. Mais à un moment donné, je peux être aussi un peu plus dans la directivité, parce que peut-être qu'à ce moment-là, il n'y a pas la capacité à entendre ou le temps nécessaire à ce que le processus d'intégration puis d'empowerment au point d'être en capacité de donner ses propres solutions arrive. Donc je vais être un peu plus dans la directivité. Et enfin, il y a le fameux faire avec. Parce que parfois, le faire avec la personne ou le collègue, c'est lui montrer le process, l'agir, le savoir-être, le savoir-faire, la technicité. Et on se rend compte que pour une famille qui n'a peut-être pas la capacité d'élaboration, d'intégration de cette sorte, le faire avec est un bon moyen d'imiter. Alors bien sûr, dans les exemples donnés, refaire un calendrier des services qu'on va afficher dans la famille pour dire à tel enfant, c'est à toi de faire tel service en termes de balayage ou de mettre la table. Et bien sûr que c'est la famille qui l'aura mis en place. Ça peut sembler un peu étrange. Mais en même temps, s'il faut passer par ce biais-là de l'imitation pour apprendre et mieux s'en détacher, je dis pourquoi pas. Alors, sans forcément tout ressortir des points clés que j'avais pu mettre, je reviendrai sur une notion qui est le conflit de loyauté, qui me semble aussi un chantier assez intéressant à explorer d'un point de vue universitaire. Puisque, voilà, dans le cadre des interviews qui ont été menées, des enfants ont été vus dans un CVS. Ils ont pu dire ô combien le fait d'être placé et de discuter avec un tiers professionnel a permis de dénouer le lien existant qui était plutôt nocif à travers l'agressivité, l'incompréhension, et de le renouer dans une écoute et à un moment donné qu'il soit beaucoup plus qualitatif. Et en même temps, quand on parle sous forme de réunion familiale avec l'enfant et la famille des problèmes propres aux parents, les enfants ont su dire spontanément leur difficulté d'entendre qu'on remet en question leurs parents. Avec cette simplicité de dire, et en même temps c'est nécessaire, parce que sinon on ne peut pas avancer, mais c'est dur. Quand ce que l'on renvoie aux parents de ce qu'il est censé faire et qu'il ne fait pas, même si on ne le dit pas comme ça, mais l'enfant le résume ainsi. Et on voit bien que là, cette notion d'émotion et de loyauté par rapport à son parent, qu'importe ce qu'a vécu l'enfant, est aussi un terreau propice à faire en sorte qu'on invite l'enfant à choisir d'une certaine manière son camp. Et inévitablement, il va choisir sa famille. Donc, prendre en compte la loyauté pour mieux éviter ce conflit de loyauté et avancer avec le parent et l'enfant, eh bien, peut être un chantier intéressant. Pour ça, c'est de les faire venir en établissement. Je l'ai moi-même vécu sur le terrain déjà dans les années 90. Je me rends compte qu'aujourd'hui, évoquer parfois cette approche-là, de leur permettre de vivre des temps présents, eh bien, amène un autre paradoxe. On protège l'enfant, on est quand même en protection de l'enfance. Et en même temps, comment faire en sorte de travailler avec les familles quand l'architecture ne permet pas de créer de nouveaux espaces dédiés à cela? C'est peut-être de les faire venir sur un groupe de vie. Alors bien sûr, c'est du cas par cas. On comprend que des familles qui peuvent être très toxiques ou pathogènes avec de la perversité, ça arrive, il faut peut-être éviter. Mais pour d'autres situations, ce n'est pas le cas. On pourrait travailler aussi en les faisant venir sur du quotidien. Alors voilà, vous voyez, je vais m'arrêter là dans les exemples, j'en ai encore d'autres pourtant que j'ai mises, telles que les figures d'attachement de l'enfant, c'est-à-dire sa sphère émotionnelle, ses tuteurs de résilience qu'il aura lui-même choisis, comment les préserver, surtout quand il y a une séparation d'avec le voisin, la famille qui était ressource pour lui. La question du diagnostic initial dans une mesure. Ben oui, on parle du lien pour enfants, mais en même temps, le lien parfois c'est de le rompre, mais d'oser le rompre. Et là, on est aussi sur une norme sociale française où on ne s'est jamais positionné. Comme on l'a dit, l'enfant fait cœur, fait sens et fait la famille. Et c'est toujours ça qui a fait qu'on a toujours maintenu le parent dans le circuit de l'enfant, quitte à lui permettre, quand ça lui chantait à un moment donné,
pour ceux qui étaient le plus en difficulté, pour l'enfant j'entends, hein, de revenir au bout de 3 ans et puis à un moment donné de faire traîner des placements. Voilà. Donc la loi de mars 2016 vise justement aussi à permettre un peu plus d'avoir des tiers dignes de confiance, de travailler aussi cette séparation par l'adoption. Mais pour ça, il nous faut avoir des outils pour le coup communs qui visent à évaluer la qualité du lien et d'oser à un moment donné, avec des tiers et en équipe pluridisciplinaire, ça ne peut pas être une seule personne qui décide, eh bien, couper ce lien pour lui permettre de vivre ailleurs et autrement. Voilà. Donc, des chantiers, nous en avons. Le GESAD va s'en saisir. Et j'ai bien entendu la proposition faite, Vanessa, et je t'en remercie, de continuer, pourquoi pas, à avoir d'autres axes d'action recherche à mener avec l'URIOPS et le GESAD. En cela, je remercie vraiment donc, tous les protagonistes en force et en présence, à savoir l'université, Eva, qui a bien œuvré, l'URIOPS, l'IRTS qui nous accueille, et certainement tant d'autres que je n'ai pas encore cités. Merci de votre attention.